Euh, nous, av- Nous avons trois panélistes. Il s'agit de Kwaku Jeline, Karina Sukel et Afi Kourou. Alors, je vais commencer par la présentation, en commençant par Kwaku Jeline. Kwaku Jeline, il est titulaire d'un master en roman africain à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, avec pour thème les microbes, une figure moderne du Picaro ivoirien, analyse des confessions de l'enfant microbe de Samuel Degny. Kwaku Jeline poursuit une thèse dans la même université sur le sujet de la politique du microbe, entendu comme un sous-genre du picaresque. Voilà, nous avons aussi Karina Schukel de l'Université de Tübingen. Karina est actuellement assistante de recherche au département de lettres modernes, en plus d'un séjour d'un an à Dakar en tant qu'enseignante. Elle travaille actuellement comme manager de projet à la School of Education de Tübingen. Ses thèmes de recherche concernent l'écriture picaresque dans le roman africain, les questions d'intersectionnalité et le roman urbain. Elle s'intéresse également à l'histoire afro-allemande et à la littérature. Parmi ces publications, on retrouve Recommencer à zéro avec un point d'interrogation, l'écriture picaresque africaine d'expression française et le concept de décolonialité. L'exemple de William Sassine dans Les Héros n'est pas n'importe qui. Migration Erfahrungen, eine Rückkehrerin, eine Untersuchung der transkulturellen Raumerfahrungen in Ken Buguls, Riwan ou le Sommet des Sables. Et aussi un autre article, Les aspirations à la bonne vie dans le roman Les écailles du ciel de Ken Monimembo, L'ère décolonisieren avec Brigitte Hoyne, Birgit Hoynle, Anthony Patao et Rossio. Nous passons à Afikrou. Afikrou, il est étudiant, doctorant inscrit à l'école doctorale Société, Communication, Arts, Langue et Littérature de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Son sujet de thèse porte sur les récupérations culturelles et inventions littéraires dans le roman ivoirien. Donc, il a publié deux articles, dont l'un traitant de la fabrique du corps sexuel dans la parenthèse délicieuse d'Isaïe Biton Koulibaly, paru en 2022 sur le portail de l'Université de Metz. Et l'autre rédigé en collaboration avec frère à son mémoire, le professeur Bodo Cyprien, abordant le thème de archivation romanesque des objets culturels, symbole d'un développement socio-littéraire, paru en 2023 à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Alors, je vous passe la parole, peut-être par ordre. Kwaku, si vous permettez, Kwaku Jeline. Pas encore. Voilà. Est-ce qu'on peut attendre un peu avant de débattre? Oui, on va attendre un peu. Bonjour tout le monde. Abidjan, beaucoup, chers collègues doctorants, doctorantes. Mais encore les deux autres panélistes ici, parce qu'il faut les ajouter dans le panel. Je ne les vois pas encore parmi nous. Donc, on va attendre et les ajouter. Prenez place autour de la table. Oui, ils sont dans le public, il faut les monter sur le panel. Hein. Oui, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui est host qui peut le faire. Hein. Oui, et c'est M. Edgardo qui est host. Non, maintenant, c'est Ibrahim Ndiaye. Ah, ok, c'est bien. Je vais aller voir à côté. Hein. Et ça ne dérange pas parce que si la caméra est éteinte, on les voit pas. Là, on vous attend. Ça fait combien de minutes? Ça 20 minutes, je crois. Tu vas faire une heure. Okay. Là, on vous attend. À partir de maintenant. On prend.
Alors, vous avez chacun 20 minutes pour la présentation. Après, on va discuter 10 minutes pour la discussion. Voilà. Merci. On commence par Kwaku Géline. Vous avez la parole, Kwaku. Oui, merci au modérateur de m'avoir donné la parole. Excusez-moi, vous m'entendez? D'accord. Pouvez-vous Merci aux allumer organisateurs. votre... C'est bon? Pouvez-vous activer la vidéo si possible? Voilà. Ma vidéo. OK. Sinon, voilà, vous pouvez commencer. Merci. OK. Donc, merci au modérateur de m'avoir donné la parole. Merci aux organisateurs de ce forum de nous permettre de rendre hommage au professeur Bodo par ce panel. Et merci aux participants. Donc, le sujet, c'est le microbesque, nouvelle approche de la crise ivoirienne. La Côte d'Ivoire a connu de nombreuses crises depuis son accession à l'indépendance. Au nombre de celles-ci, nous pouvons citer la crise post-électorale de 2010-2011, qui a vu l'avènement d'un nouveau phénomène urbain, à savoir les enfants en conflit avec la loi, dits enfants microbes. C'est dans ce contexte que notre contribution aura pour corpus la série Les Invisibles du scénariste ivoirien Alex Ogou. Ce film dramatique et d'action dénonce le phénomène des enfants dénommés microbes qui sèment la terreur dans certaines communes d'Abidjan. Ainsi, notre communication s'attellera à présenter ces invisibles, à présenter aussi la crise en tant que création d'une autre culture des arts à travers le microbesque ivoirien. Notre contribution répondra aux questions suivantes. Comment le cinéma dit microbesque, émergé de la crise post-électorale, propose-t-il de nouveaux paradigmes esthétiques? Comment porte-t-il les marques de la crise telles que vécues perçues par les auteurs ivoiriens? Notre objectif sera de poser le cinéma microbesque comme une alternative à la crise ivoirienne à travers différents traits. Notre propos s'articulera autour de deux axes majeurs, à savoir d'une part le contexte d'émergence du microbe et d'autre part les traits microbesques dans le cinéma. Le contexte d'émergence du microbe. La crise en Côte d'Ivoire a eu sa vague de violence orchestrée par des jeunes. Ainsi, le mouvement des Nouchi en 1970 et la parade des Igéi de 1970 à 2001. La crise post-électorale de 2011 a porté un coup de grâce à cette société déjà fragilisée par les crises précédentes. Cette dernière entraîne l'avènement d'un nouveau type de violence perpétuée par des enfants violents, communément appelés microbes. La situation économique du pays a contribué à la naissance des microbes. L'effondrement des coûts du café et du cacao provoque un déséquilibre budgétaire depuis 1979. À partir de 1999, incertitudes économiques et politiques s'entremêlent. Pendant que l'économie est en chute libre, les taux se resserrent et cela se ressent sur la population. Ce contexte économique fragile produit un accroissement du taux de pauvreté et les enfants issus des familles pauvres n'ont d'autre choix que de trouver des moyens pour survivre. De ce fait, ils errent, commettent des lacets, agressent des passants, d'où l'apparition des microbes. Cependant, d'où est-ce qu'on tire ce nom microbe? Alors, il faut noter que le mot microbe est un terme médical qui a été introduit dans le langage ivoirien depuis la crise post-électorale. L'on fait remonter la naissance du mot microbe à la sortie le 30 août 2002 du film La Cité de Dieu. C'est un film qui retrace le parcours de Zé Pequeño, un enfant âgé de 11 ans, qui rêve de devenir photographe, mais qui finalement offrira ses services à la pègre locale pour enfin devenir des années plus tard un caïd des favelas. De la délinquance juvénile à la barbarie des agressions dont Zé Pequeño est l'auteur, il est appelé microbe. À partir de cette appellation donc, le microbe ici n'est plus considéré comme une bactérie, mais comme un jeune qui emporte les traits, à savoir la nocivité, la contagion et l'invasion rapide. En Côte d'Ivoire donc, on a fini par appeler ces enfants désœuvrés et violents des enfants microbes. Les lois ivoiriennes ont quant à elles usé d'une belle rhétorique en les nommant enfants en conflit avec la loi. Les microbes sont des bandes de délinquants qui sont une réactualisation et une amplification de phénomènes déjà existants. Âgés de 7 à 25 ans,
ils ont repris le flambeau des agressions de rue et des violences envers la population déjà connue par les Mushi et les Ikei. Ils sont aussi appelés dans la presse locale gang à la machette, dans la mesure où leur arme de prédilection est la machette. Ainsi, nous étudierons ce phénomène social à travers le microbesque. Le microbesque prend appui sur le picaresque espagnol né au XVIe siècle. La littérature espagnole à travers le picaresque fait cas d'un personnage, le picaro, à qui le microbe emprunte ses origines et ses traits. Adapté au domaine littéraire, le picaro génère une littérature dite picaresque. Cette littérature est, selon Persona, une littérature du bas, c'est-à-dire une littérature qui privilégie la représentation des couches basses de la société, le choix des personnages qui incarnent l'opposé de l'idéal aristocratique, l'exhibition du bas corporel. Ainsi, il existe une similitude entre le picaro espagnol et le microbe ivoirien, car ce dernier est au sens figuré une personne méprisable, malfaisante, vivant en marge de la société et répandant le mal. De ce fait, nous posons le microbesque en contexte ivoirien comme une littérature des marginaux, des oubliés, des laissés pour compte, une nouvelle marque de fabrique socio-littéraire héritée de la crise post-électorale. C'est la représentation des enfants dits microbes, de leurs origines à leur expansion dans le système ivoirien. Elle porte en elle tant la misère qu'ils endurent, tout en présentant de manière réaliste les effets de leurs actions. À l'instar du picaresque, qui est la fictionnalisation du picaro, le microbesque, son pendant ivoirien, serait alors la fictionnalisation du microbe. Le microbesque serait donc une manière particulière d'énoncer en contexte ivoirien l'expression fictionnelle de l'esprit, de la pensée, de la philosophie du microbe. Le microbesque apparaît par conséquent comme un genre littéraire qui a pour but de parler de cette frange de la population qui sème chaos et terreur sur leur passage, avec l'objectif de les pousser à revenir de leur voie mauvaise. Qu'en est-il des traits microbesques dans le cinéma? Comme tout genre littéraire, le microbesque a aussi des caractéristiques que nous appelons microbe code. Le microbe code, tout comme le picaro code du professeur Bodo-Cyprien, désigne les éléments constitutifs du code du microbe dont l'ensemble génère le microbesque. Comme défini, le microbe code renferme des éléments constitutifs du code du picaro associés à des mots spécifiques au microbe. Pour les besoins de notre corpus, nous allons examiner 3. D'abord, la naissance qui est un signe distinctif du microbe. Dans son ouvrage Introduction au roman picaresque espagnol, Maurice Mollo insiste sur le fait que, né de parents vils, le picaro est appelé à n'être jamais que ce que son lignage lui permet d'être. Mal né, il vivra mal. De ce fait, le picaro ne peut échapper au déterminisme et au fatalisme de sa naissance. Dans le même ordre, les acteurs de la série ne dérogent pas à cette règle. Nous en avons pour preuve les cas de Chaka, Timo et Kwes. D'abord, âgé de 11 ans, Chaka est né dans une famille pauvre avec un père au chômage, alcoolique et violent. Quant à sa mère, commerçante de quartier, elle peine à faire face aux charges familiales qui reposent entièrement sur ses maigres revenus. De cette situation devenue insupportable, Chaka devient un enfant microbe pour une raison primordiale. Sortir sa mère et sa sœur de la misère et de la présence d'un mari abusif. Il finit par désirer avoir les mêmes revenus que son ami Timo, qui joue le rôle de chef de famille à la maison. Ses propos le confirment lorsqu'il dira un peu plus tard à sa sœur Diara, lui au moins il s'occupe de ses parents, je vais faire comme lui. Ensuite, Timo, en abandon scolaire dû à la misère dans laquelle il vit. Il explique « J'allais à l'école sans manger ». Fils d'un ancien garde pénitentiaire, il devient un enfant microbe pour fuir la misère, la faim et l'humiliation due à son statut de pauvre, mais encore pour avoir la possibilité de s'offrir les plaisirs de la vie. Il trouve donc refuge dans le gang de Kwes, dont il est devenu le bras droit. Kwes est orphelin. Éduqué par sa grand-mère qui souhaite pour lui un avenir meilleur, il quitte plus tard les bancs du collège. Il finit par devenir chef du gang des microbes et est d'une cruauté à nul autre pareil pour assurer son pouvoir sur le groupe. Ces 3 acteurs témoignent d'une naissance marquée au sceau de la misère. Déscolarisés, vivant dans la précarité, ils essaient de sortir de leur situation délétère en empruntant ce chemin peu valorisant. Ils semblent donc ne pas pouvoir à leur tour échapper au déterminisme de leur naissance. Ils sont tous enfermés dans une spirale sans fin. Le microbe, un marginal en acte. Un marginal est une personne qui vit en marge de la société. C'est par conséquent un être asocial. À considérer de près la série Les Invisibles, le personnage de Chaka nous vient immédiatement à l'esprit. Le microbe est un être rejeté,
ses relations avec les autres font de lui un être exclu. En témoigne l'extrait du passage de Chaka au cabaret en compagnie de Timo dans l'épisode 1. Ayant refusé de prendre de l'alcool du fait de ses croyances musulmanes, il est raillé par les autres clients qui le traitent de fils d'ivrogne car son père est un habitué des lieux. Constamment objet de moquerie, tant par les nombreux déboires de son père alcoolique que par le fait que sa mère n'arrive pas à payer ses créanciers, il se promet de trouver une solution. Il nourrit alors de l'animosité, ce qui le pousse à se mettre en marge de la société. Imbu par la haine qu'il voue à la société, il devient dès lors un reclus et un perclus en raison de son impuissance face à sa situation familiale. C'est à ce moment qu'il décide de rejoindre le rang des microbes et de s'opposer à cette société qui a volé l'honneur des siens. Outre le personnage de Chaka, le récit de Quest donne les raisons de sa marginalité. Ayant été enfant soldat pendant la crise, il a oublié dans le partage des gains. En réponse à cette injustice, il décide de se retourner contre la société et d'en devenir le bourreau. En réponse à cette injustice, il décide de se retourner contre... il devient donc chef d'une bande de microbes. Il est devenu indomptable, incontrôlable et d'une cruauté sans appel. Pour lui, se mettre en marge de la société est un repli stratégique pour porter l'estocade à cette dernière. En réponse à l'injustice de la société, c'est la violence contre la population qu'il propose. Ceci corrobore les propos de Cyril Cédric et de Abodion sur la marginalité ou la rupture du lien social. Pour eux, la marginalité serait justement une réponse aux stigmates perçus et vécus par les individus qui organiseraient leur vie en dehors de la société, de ses instructions et de ses réseaux de sociabilité afin d'échapper à la stigmatisation. Le microbe apparaît comme un être vulnérable, ployant sous le regard inquisiteur des autres. Sa marginalité prend forme au moment où la société porte sur lui un regard méprisant et discriminatoire. Il devient indésirable pour elle et il finit par se retourner contre elle pour lui dire son exaspération. La société à ses yeux est semblable à un punching ball ou un sac de frappe qu'il utilise pour extirper sa douleur et son ressentiment en lui donnant coup sur coup. Comme le dit le personnage Timo, nous en prenons pour nous, si tu joues les dieux, on finit avec toi. Nous sommes ici dans un rapport de force. La société prend pour adversaire les microbes et veut l'éradiquer. Le nushi ou l'expression langagière du microbe. Aya Lori Kwadjo, dans son ouvrage Les microbes, nouveau visage de la criminalité urbaine à Abidjan, présente les enfants microbes comme des déscolarisés pour la plupart. Ils sont en conflit avec l'école et par ricochet avec la langue française, d'où leur utilisation du nushi, l'argot spécifique à la Côte d'Ivoire. Le nushi est dans ce contexte un instrument de révolte. Le nushi est devenu un phénomène langagier à la mode. L'usage du nushi comme argot sert à exprimer leur façon de vivre, de renaître et de se compléter. Selon Germain Hassen Kadi, le nushi n'est pas une forme de péguinisation du français, répondant à des exigences quotidiennes, mais plutôt un phénomène social, car ces gens se considérant comme marginaux sécrètent un moyen de communication marginal. Le nushi se donne à voir comme l'expression de la précarité, de l'exclusion et de la marginalité. Il ressort de ce point que le microbe essaie de montrer sa différence au monde qui se veut n'être compris uniquement que par ceux qui ont la marginalité et l'exclusion en partage. C'est à justice que tout au long de cette série, tous les acteurs qualifiés de microbes utilisent ce langage qui leur est propre. Ce langage, plus qu'une simple manière de s'exprimer, est une arme. Elle permet de donner des ordres, mais aussi d'envoyer des signes compris uniquement par les initiés. Seuls les destinataires ont l'interprétation. Par exemple, lorsque Timo s'adresse à ses parents, il dit « Le vieux, merci pour les doigts, mais je dois béou maintenant », ce qui signifie « Merci pour la bénédiction, je dois partir ». La mère n'étant pas habituée à ce langage ne comprend très mot au propos de son fils. Pour elle, c'est un langage de prisonnier, de gens sans éducation. Il a remarqué qu'avec cette série, le microbe n'adapte pas son langage en fonction de son interlocuteur. C'est à l'interlocuteur de fournir des efforts pour essayer de comprendre. Pour conclure, il a retenu que la crise post-électorale de 2011 a entraîné des répercussions sur la société avec l'apparition du phénomène des enfants microbes. Ce phénomène a été exploité par le cinéma pour présenter les causes sous-jacentes d'une société en péril. Le cinéma a présenté de manière réaliste et imagée les conditions de vie de jeunes innocents à travers leur transposition en tant que microbes. À travers le microbesque, les microbes sont mis au cœur du fait cinématographique. Sans se soucier d'une censure, il est question non pas de légitimer une telle pratique, mais de pouvoir l'expliquer et de proposer une solution adéquate.
Cependant, est-ce que la rédemption de ces enfants est toujours possible? L'ascension sociale n'est-elle pas une pure illusion? Comment est-ce que le microbes renouvelle la forme, la matière et le discours de la littérature et du cinéma ivoirien? Peut-on finalement aboutir à une poétique microbes? Ce phénomène, donc, qui peine à être éradiqué, mérite une réflexion. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Géline Kouakou, pour cette belle interrogation à la fin. Peut-être que nous pourrons passer encore avec Karina Stukel. On va rassembler les différentes interventions avant de passer aux questions. Et donc, Karina va présenter le sujet l'appel au picaresque, raconter la crise dans le roman africain d'expression française. Karina, tu as la parole. Merci beaucoup, Ibrahima. Merci, chers collègues, pour cette belle intervention sur le microbesque. Et il faut avouer que vous avez déjà nommé un peu ou mentionné un peu ce qui est le picaresque. Et en même temps, ça m'aide. Et en même temps, j'aime bien de discuter après des liens peut-être encore un peu plus. Et peut-être ajouter Afi dans la discussion aussi, qui est aussi là. Aujourd'hui, j'ai préparé des slides. J'espère que ça peut marcher. Voilà. Est-ce que vous voyez un peu Oui, ça marche. mes slides? OK, je dois juste encore commencer la présentation dès le début. Voilà. D'accord. Donc, vous voyez? OK, donc mon Oui. titre pour aujourd'hui, c'est un peu l'appel au picaresque, raconter la crise dans le roman africain d'expression française. Et cette intervention aujourd'hui, c'est un peu un résumé de mon chapitre théorique de thèse que je suis en train de compléter. Les dernières années, dans les différents forums, dans les différentes rencontres, j'ai toujours fait des analyses des romans. Les 4 romans que vous voyez à droite, ce sont les romans de mon corpus. Et je ne vais pas vous fatiguer avec une autre analyse ou répéter ce que j'ai fait. Donc, je vais plutôt essayer de donner une sorte de résumé de mon approche théorique et ce qui est important pour moi pour vraiment discuter pourquoi il y a ce lien entre crise et picaresque et littérature picaresque, surtout parce qu'il y a cette forte réflexion dans les romans africains de la littérature picaresque qui reflète aussi un peu la considération ou la perception qu'on vit en pleine crise et crise en pluriel. Il faut juste jeter un coup dans les médias d'aujourd'hui ou bien le mot crise est partout, c'est sémantisé de manière très fataliste, ou bien il y a des discours scientifiques sur le mot crise comme ce forum, mais aussi comme des travaux de Achille Mbembe, sujet et crise, ou post-colonie, et l'article qu'il a écrit avec Janet Reitman, que je vais encore mentionner tout à l'heure. Mais pourtant, ce que je me suis dit, il faut encore un peu plus voir pourquoi il y a cet appel justement, pourquoi il a besoin du picaresque, de la littérature picaresque pour décrire le roman, pour décrire la crise d'une manière littéraire. Donc aujourd'hui, j'aimerais encore élaborer cette relation en proposant de parler d'une subjectivité picaresque qui naît par ou dans la violence. Et à partir de cette subjectivité picaresque, qu'on peut narrer la crise très efficace et comprendre la crise peut-être différemment. On va voir après et on peut discuter de cela. Mon petit plan, c'était la petite introduction, puis après, je vais vous montrer tout maintenant le lien entre littérature picaresque et dite crise. Après, vous présenter mon approche de subjectivité. Et puis conclure un peu, je vais essayer d'inclure quelques exemples de mon corpus, mais vraiment très bref. On n'a pas beaucoup de temps, ça sera ce que j'essaie aussi dans ma thèse. Donc, je n'ai pas le temps de mettre toute la thèse ici. Voilà. Dites le lien entre littérature picaresque et crise. Après cette petite introduction, il faut aussi dire que je ne suis pas la première qui mentionne ce lien entre crise et picaresque. Il y avait déjà en 1969 Alexander Blackburn
Il a parlé plutôt d'une situation de catastrophe dans le roman picaresque et j'ai noté la citation ici. Je vais lire en anglais, j'ai essayé de traduire en français en bas. A picaresque novel is a serio-comic form that tends to appear at times when literary imagination is unusually threatened by catastrophe. Donc, menacé par la catastrophe, et c'est ça qui fait naître le roman picaresque. Mais pourquoi? La littérature picaresque la littérature picaresque africaine, l'expression française, ne fait pas exception. C'est Cyprien Baudot qui a déjà montré dans ses travaux le lien entre crise, soit politique, socio-économique, et l'écriture picaresque africaine d'expression française. J'ai mis ces œuvres ici. Madame Goumingo les a mentionnées déjà aussi tout à l'heure. Elle a commencé de voir c'est son corpus de 54 jusqu'aux années 2000. Donc déjà là, il a montré, voilà, à l'époque coloniale et juste après les indépendances, il y a aussi ce lien de crise. Pourtant, il y a un article de Florence Paradis que je dois encore beaucoup plus regarder dedans. Et aussi, c'est mon constat par rapport à mes romans qui commencent dans les années 2000 et qui sont juste à l'année 2005. La dernière publication, c'est Vercassé en 2005. Donc, tous les romans-là sont sont publiés à partir des années 2000. Donc, il y a un sentiment de plus de crise ou bien d'augmentation de sentiment de perception de crise à partir des années 2000. Et comment alors mieux saisir cette catastrophe ou bien cette crise dans la littérature picaresque africaine d'expression française? Ce qui m'aide pour mieux saisir cette catastrophe, c'est comprendre les conditions de la post-colonie et du position du sujet dedans. Et c'est un article qu'on a beaucoup déjà discuté ensemble, Madame Goumingo et moi, et aussi parmi nos différentes colloques de recherche. C'est un article de Janet Reutemann et Achille Mbembe qui explore la situation du Cameroun dans les années 1980. Et ce qui les intéresse surtout, c'est cette relation entre crise et sujet. Et pour cela, eux, ils proposent un terme qui s'appelle régime de subjectivité. Et là, je me suis pas permis de traduire quelque chose, mais je l'ai laissé en anglais. Donc, pour eux, ils définissent un régime de subjectivité comme un ensemble d'imaginés, une configuration de la vie quotidienne qui est imaginée et dans lequel il y a un lien entre ou une construction de règles et il y a des idées clés, ce qui cause le phénomène et les effets. Donc, une certaine détermination dedans. Et ils disent c'est un ensemble de ways of living, donc de modes de vivre ensemble représentés et expérimentés dans la vie quotidienne. Ils disent aussi que c'est une expérience in the mentality, c'est-à-dire quelque chose de mental. Donc, cela concerne aussi les épistémologies, donc les discours, tout ce qui est phénomène mental. Il continue de dire aussi que la crise maintenant, il la considère aussi comme cet régime de subjectivité. Donc, ce n'est pas quelque chose juste imposé, mais quelque chose qui donne un nouveau mode de vie, c'est-à-dire un mode où il y a une certaine confusion permanente due à une crise épistémologique. Ils disent les systems of intelligibility, donc les systèmes d'intelligibilité, ne sont plus clairs. Ça veut dire qu'on a des institutions qui imposent les règles, mais il n'y a pas vraiment les effets qui sont clairs de ces règles. Donc, il y a un désordre total et une expérience de l'indétermination pour le sujet qui vit dans ces régimes de subjectivité. C'est-à-dire que la crise devient une expérience dynamique et une situation durable. Et pour le sujet, ça veut dire aussi que dans ce sens, cette crise détermine la vie quotidienne et la subjectivité. Et ils disent « The crisis is a constitutive side of particular forms of subjectivity ». Donc, la crise elle-même devient une forme de subjectivité. Ça constitue la vie quotidienne. Qu'est-ce que ça veut dire pour le sujet? Ça demande de s'adapter
d'improviser tout le temps et de vivre à courte vue. C'est-à-dire, on ne peut pas réagir de longtemps, on ne peut pas planifier. On fait cette expérience surtout de la violence et de l'insécurité. Pourquoi ça m'aide? Bon, pour moi, cette crise ou cet régime de subjectivité, c'est surtout cela que les romans picaresques modélisent dans les différentes formes, avec les différents sujets. Donc, pour moi, les subjectivités picaresques sont créées dans cette situation et les différentes, vous l'avez dit déjà, les marginalisés racontent leur vie et parlent de ce système imposé, dite crise. Et alors, comment on peut maintenant comprendre un peu plus cette subjectivité? Pourquoi alors il y a cette littérature qui se permet de parler de cette forme de crise? C'est pour ça que j'aimerais encore mieux vous montrer comment j'ai saisi cette subjectivité. Si la présentation marche. Voilà. Tout d'abord, nous partons d'une notion de sujet qui doit fonctionner de manière universelle et qui est applicable au roman picaresque. C'est la notion de subjectivité du professeur Goumegou et professeur Thuis qui pense la subjectivité comme un dynamisme qui a plusieurs capacités et dispositions. Et ce qui est important pour moi, qu'il y a dans cette subjectivité la capacité d'expression ou bien d'articulation et la capacité d'agentivité. Et je vais vous montrer comment je comprends cette agentivité et pourquoi elle est importante, ou les deux sont importants pour moi. Je vois surtout dans les 4 romans que j'ai, il y a un motif qui apparaît dans la littérature picaresque depuis toujours, mais dans les 4 romans, ça prend encore une autre forme politique, c'est-à-dire la légitimation de parler. C'est un motif qui apparaît dans tous les 4 romans. Donc, il y a le subalterne qui parle, donc qui a cette capacité d'articulation. Pourquoi c'est si important pour moi? Parce que ça fait référence à un article de Spivak qu'on connaît peut-être tous, je ne sais pas. L'article s'appelle « Can the subaltern speak ?» Le subalterne peut-il parler? Donc, dans cet article, Spivak thématise le besoin de différenciation radicale par rapport au discours hégémonique et des questions de sujet de sud global. Pour moi, le sujet picaresque en tant que fiction n'est certes pas une réponse suffisante à Spivak, mais ce personnage représente la voix imaginée d'un sujet subalterne qui peut parler. Donc, c'est une manière de se placer, de mettre soi-même dans cet discours de légitimité sa parole, pardon. J'espère que il ne fait pas trop de bruit là maintenant. Ouais, ça va ou est-ce qu'on m'entend encore? Oui, ça va, ça va. Ok, désolé, hein, on a recommencé les bruits dehors. Donc, Oui, mais le micro ne les prend pas, c'est pas grave, hein. ok, merci. Donc, ainsi, par la littérature picaresque, il y a une approche littéraire qui donne la possibilité de constituer une perspective au monde en crise par laquelle on peut aussi se positionner de sa légitimité. Par exemple, j'ai mis 4 exemples. Dans Les aînés des orphelins, Faustin commence à parler dans une cellule, il dit qu'il va être exécuté dans quelques jours et doit maintenant raconter sa vie. Dans Allah n'est pas obligé, il y a cette fameuse introduction de petit nègre qui parle mal le français et c'est pour ça qu'il est petit nègre et c'est pour ça qu'il utilise les 4 dictionnaires. Dans Femme nue, femme noire, Irène Fofo veut trouver des mots pour parler de la sexualité parce que les mots n'existent pas. Et dans Verre cassé, le narrateur nous raconte qu'il a un carrier qu'il doit remplir et il écrit aussi pour le plaisir, mais aussi parce qu'il a cette capacité de pouvoir parler. À la base de tout cela est la configuration pseudo-autobiographique pour répondre à ces questions, les subalternes parlent.
Ainsi aussi, il faut dire, je le considère comme ça, que le roman picaresque questionne aussi le regard déshumanisant de l'Occident sur le sujet dit noir, qui est pensé comme non capable de parler. Parce que tous les 4 romans montrent d'une manière incroyable qu'il est bien capable de raconter d'une manière très esthétique les différentes histoires dites subalternes. En plus, on peut aussi ainsi raconter les versions par la perspective du Sud global qui donne une autre narration sur les crises qu'on considère qu'on considère connectées avec le continent africain. Voilà, juste là, la capacité d'articulation. Maintenant, je passe encore à la capacité d'agentivité que je comprends comme une capacité de navigation. Pourquoi? Il y a Arjun Appadurai qui parle de cette capacité de navigation, c'est-à-dire être capable de naviguer dans une société qui est définie par les hiérarchies sociales dans lesquelles les sujets ont des différents moyens d'interagir, c'est-à-dire le pauvre ont moins de capacité de navigation que les riches. Mais pour Appadurai, il est quand même très important de souligner que cela existe. Pourquoi cela est important pour la subjectivité picaresque? Il y a le certain half-outsider, donc un marginalisé, qui sait survivre et agir dans un environnement qui ne le veut pas. Donc, quelqu'un qui est exclu. Mais à l'aide de cette capacité de navigation dans un espace littéraire, il peut bien montrer les structures hégémoniques de longue durée, il peut survivre dedans et il est très capable d'improviser. Et je vois aussi dans tous les 4 romans, il y a cette forte besoin de la mascarade picaresque. Donc, tous les 4 picaros jouent des différents rôles pour leurs propres besoins, pour pouvoir survivre pendant le voyage picaresque. Donc, qu'est-ce qu'il raconte brièvement? Quel genre de subjectivité qu'il raconte? Très, très bref. Les aînés des orphelins, et oui, j'ai presque terminé, Ibrahima. Les aînés des orphelins, et Allah n'est pas obligé, les 2 enfants soldats ou les enfants qui vivent dans la rue peuvent finalement raconter les mécanismes et les conséquences du génocide et des guerres civiles sur les enfants, mais aussi la vie dans les sociétés pour toute la société. Il montre les moyens de survivre, il raconte sur les stratégies de survivre, il raconte aussi que la sexualité est une arme de guerre et ils peuvent raconter les expériences de violence. Dans Femme nue, Femme noire, elle raconte les restrictions d'un système patriarcal qui restreint les libertés du sujet dans leur sexualité, et pas seulement des femmes, mais de tout le monde. Et dans Vers cassé, il y a des différentes questions parce qu'on a des 3 voix différentes picaresques qui parlent des stéréotypes des sujets immigrés, la performance sexuelle du dit noir, et thématisent la violence domestique, etc., etc. Je passe juste à la conclusion. Le sujet de notre forum, le titre est Unthinking ou Thinking the Crisis, donc penser ou de penser la crise. Qu'est-ce que cette subjectivité picaresque propose alors et comment penser la crise? Selon notre lecture, le roman picaresque devient le lieu conflictuel d'une articulation du sujet qui modélise le processus de crise comme une situation permanente dans laquelle il faut développer ses propres règles pour survivre et réagir parce que les règles ne sont plus claires. Grâce à la capacité d'articulation et de navigation, ils peuvent raconter les expériences. Pourtant, ils ne proposent pas de solution, mais ils racontent seulement les limitations et les improvisations dans les situations de chaos permanent. Et aussi, ce qui est différent à la tradition picaresque normale, parce que normalement, les romans finissent dans une certaine sécurité sociale, cela disparaît dans les 4 romans. Vous voyez, dans tous les 4 romans, il y a la mort. Soit on part dans l'insécurité, on est désillusionné et traumatisé, on est violé ou probablement morte, et Vers cassé, il se suicide. Voilà. Donc,
Nous constatons que dans cette littérature, grâce à ces motifs de légitimation de parler, de mascarade et de voyage picaresque, on peut construire cette subjectivité picaresque que les voix, pour parler de formes de crise dans un style tellement esthétique et pour offrir des mots pour finalement raconter ce qui reste invisible. La vie de subalterne en restriction. Les auteurs, selon moi, réagissent à des conditions politiques et historiques réelles, et cette augmentation de romans picaresques dans le champ africain est aussi une réaction à l'aggravation de l'expérience de violence. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Frau Stickel, d'être dans le temps et pour cette belle traversée des scientifiques. Alors, je préfère que l'on passe la parole à Fikuru, voilà, qui va nous parler d'un concept qui est un peu nouveau pour moi, le concept de cocaïen. Afi, notre collègue, tu as la parole. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ibrahima, désolé, j'ai un PowerPoint à présenter obligatoirement. Alors, je te l'ai envoyé. Est-ce que tu peux... Excuse-moi. Le micro, est-ce que tu peux l'envoyer dans le chat comme ça, quelqu'un va partager au cas où. Dans le chat, hein, d'accord. Voilà, comme ça, Edivaldo va le partager. Je n'arrive pas à voir. Je crois que je n'arrive pas à voir comment t'envoyer. Mais je t'ai envoyé ça par mail. Je ne sais pas si ça vaut le coup. Si ça vaut le coup, on a tout le temps. On a le temps, voilà. Voilà. Ça apparaît? Le PowerPoint apparaît? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. Ah, Dieu merci. Ça apparaît. D'accord, Dieu merci. Alors, merci beaucoup à tout le monde pour cette opportunité que nous avons de présenter nos différentes réflexions. Comme le temps joue contre nous, je vais aller rapidement. Alors, ma communication tourne autour d'un concept et le titre de cette présentation-là est « Le concept de Cocoayang de Gauss, reflet esthétique d'un paradigme de crise interculturelle entre l'Afrique et l'Occident ». Alors, je commence la présentation. La deuxième page, s'il vous plaît. Alors, la diapositive suivante, d'accord. Je commence la présentation avec un contexte général du thème. Et le point de départ de ce contexte-là, c'est le contact entre l'Afrique et l'Occident, avec comme phénomène principal la colonisation. Je pars du principe que le phénomène de la colonisation a créé un changement, une transformation dans le système de fonctionnement des sociétés africaines. Et ces transformations-là ont fait l'objet de plusieurs constats par certains critiques, où même le savant Cheikh Anta Diop a constaté que l'Afrique avait perdu son paradis terrestre. Et ce constat-là aussi a été visible par plusieurs autres critiques. Certains parlent de stagnation culturelle, d'autres parlent de génocide culturel. Le professeur Bodo, particulièrement, parlait dans son article sur la décolonialité de terrorisme culturel pour parler de l'influence de la culture occidentale qui finit par annihiler les cultures africaines. Et dans le cadre même de la littérature, un auteur comme Xavier Gagné disait même que la littérature est sous forme de perfusion. La littérature africaine est sous forme de perfusion parce qu'on n'arrive pas à voir les
la littérature africaine est sous contrainte en fait extérieure. Et donc, c'est ce constat en fait un peu péjoratif des cultures africaines qui nous amène à poser la problématique du devenir des cultures africaines. Donc, comment est-ce que les cultures africaines arrivent à survivre après le contact qu'il y a eu entre l'Afrique et l'Occident? Et donc, face à cette problématique-là, il y a certains auteurs qui adoptent une posture, qui adoptent un projet de récupération du patrimoine culturel. Et ce projet-là consiste à collecter, à utiliser plusieurs objets culturels qui servent de matériaux de création dans la fiction. Et parmi ces auteurs-là, je vais m'appesantir sur le cas de Gause, qui crée un concept qu'on appelle le concept de Kokoayang, dont on verra plus loin la signification et les implications. Je passe à la diapositive suivante. Merci. Donc, je présente là les grandes articulations de mon travail, qui va consister à clarifier dans un premier temps les concepts, certains concepts sémantiques, notamment le concept de crise et le concept de Kokoayang. J'ai laissé de côté le concept d'esthétique que je vais revenir par la suite. Et dans un deuxième point, je cherche à voir les différentes représentations littéraires du concept de Kokoayang. Et en troisième point, on verra les dimensions symboliques de ce concept-là. Donc, voici 3 articulations du travail. Tu peux avancer, s'il te plaît, Ibrahima. Edivaldo, s'il te plaît. Oui, merci. Donc, dans le premier point, qui consiste à définir, à donner un aperçu des notions de crise et de Kokoayang, je pars d'une approche de la crise du critique Jean-Paul Ngupandé, qui définit la crise comme suit, et je cite, « Une crise au sens d'un blocage global de la marge d'une société est autre chose qu'une simple grippe. Elle provient d'un faisceau complexe de causes, parmi lesquelles celles qui sont liées aux facteurs humains sont déterminantes. On résumera en disant qu'il y a crise d'une société donnée, d'une communauté humaine donnée, lorsque celle-ci en arrive à une situation de blocage dans tous les compartiments économiques, politiques, morales et relations sociales. » Pour résumer, selon Ngupandé, la notion de crise intervient lorsque une société bien précise, au cours de son évolution, on constate qu'il y a un changement, on constate qu'il y a des blocages dans le système de fonctionnement. Et dans ce texte-là, Ngupandé a recensé, cet auteur a recensé 4 causes principales des crises africaines. Parmi ces 4 causes, la dernière, il présente le phénomène de la traite et de la colonisation comme un point profond, comme un élément profond qui est à l'origine des crises africaines. Et c'est pour cet aperçu de la notion de crise, je m'appuie ici sur le concept, sur cette compréhension de Ngupandé, pour la mettre en lien avec la notion de Kokoayang. Donc, pour revenir au concept de Kokoayang, ce qu'il faut entendre par le concept. Ce qu'il faut entendre, c'est que le concept de Kokoayang résulte d'une fusion, d'une création. On a d'une part le concept de cacao, plus le concept de cocaïne. Ce sont ces 2 concepts-là fusionnés qui ont permis à Gause de créer le concept de Kokoayang. Le cacao, selon les différents dictionnaires, se définit, est une fève, une graine, une poudre, un produit du cacaoyer qui sert à fabriquer du chocolat. Donc, le cacao, c'est la fève. La cocaïne se définit généralement comme une substance qui a des propriétés médicales, mais qui peut agir sur l'organisme comme stupéfiant ou booster le système de l'organisme. À partir de ces 2 concepts-là, émerge le concept de Kokoayang qui, dans notre entendement ici, désigne un objet littéraire qui réactualise un imaginaire culturel. Mais c'est un objet culturel qui est stimulateur de développement. Donc, dans l'esprit de Gause, il fusionne cacao et Kokoayang pour désigner un nouvel objet qui représente le chocolat, qui représente quelque chose, mais dans une perspective de développement. Et on verra par la suite pourquoi. Donc, voici présentés les 2 concepts clés de notre intervention. Nous verrons par la suite que le concept de Kokoayang exprime en fait un état de crise de la société ivoirienne. C'est ça le postulat de notre présentation. En deuxième point, diapositive suivante, merci. On voit maintenant les différentes scénographies du concept de Kokoayang.
En termes de scénographie, il y a 2 points. Il y a une scénographie, une représentation sociologique, et puis il y a une représentation littéraire qu'on va voir par la suite. Dans la représentation sociologique, on constate que le concept de Kokoyen permet de figurer 2 blocs en contradiction. Il y a une allusion à l'Afrique, mais précisément à la Côte d'Ivoire, quand on lit l'extrait suivant. Et je lis, « Je nous ai taillé 322 000 km² avec vue sur l'océan Atlantique dans le vent du golfe de Guinée, le Cocoaland. » Donc, le Cocoaland ici désigne le pays où habitent les Cocoayens. Et à partir de cet extrait-là, on voit la référence 322 000 km est approximativement la superficie de la Côte d'Ivoire qui fait 322 462 km². Et avec cet extrait-là, on voit bien qu'il s'agit précisément de la Côte d'Ivoire. Mais en plus de cet extrait, il y a d'autres allusions au syndicat agricole africain, au 7 août 1960, à l'Abidjanaise, aux lieux comme Williamsville, Adjamé, Cocody, Grand Bassam, ainsi de suite, qui sont des endroits qui représentent des endroits qu'on retrouve en Côte d'Ivoire. Donc, il y a une allusion à l'Afrique, une allusion particulièrement à la Côte d'Ivoire, que le concept de Kokoyen permet de figurer. Deuxième allusion, il y a une allusion à l'Occident, avec les thèmes que j'ai recensés, France coloniale, police coloniale, la Marseillaise, l'Europe, les institutions de Bretton Woods, Paris, l'ONU, New York. Mais ce qu'il faut remarquer ici, c'est qu'il s'agit d'un Occident qui est présenté, mais en termes d'influence autour du concept de chocolat, autour du concept de Kokoyen. Et on verra par la suite pourquoi. Donc, on vient de voir les différentes représentations, mais d'autres sociologiques. On verra maintenant la représentation de ce concept-là d'un point de vue littéraire. Diapositive suivante. Merci. Donc, d'un point de vue littéraire, on constate que le concept de Kokoyen est un matériau en fait, de construction du texte. Et nous essayons de nous appuyer, de démontrer cette idée-là à partir de 3 points bien précis. Déjà, avec la première de couverture, on voit nettement à partir du titre Kokoyen, naissance d'une nation de chocolat. Donc, le titre est très expressif. Le titre exprime l'idée de Kokoyen. Et en image, on voit qu'il y a une visibilité des cabosses de cacao. Donc, il est très facile pour le lecteur d'établir un lien entre le concept de Kokoyen et les cabosses de cacao. Donc, c'est déjà, d'un point de vue expressif, du point de vue de l'image, un concept qui sert à la construction de quelque chose, du texte littéraire. Le second point, c'est la dédicace. Dans le texte, Gauze, dans la dédicace, a dédié ce texte-là à Lounès et à Aleki, petits-enfants de Kokoyen. Petits-enfants de Kokoyen. Ici, il y a l'idée de ce que Bat, dans le son, appelait l'illusion référentielle. Si le concept de Kokoyen résulte d'une invention, pourquoi est-ce que cet auteur lie des êtres qui lui sont chers, certainement des personnes qui existent, à un concept qui résulte d'une invention? Pour nous, en fait, l'idée ici, c'est d'exprimer une sorte d'illusion référentielle, d'inscrire le concept de Kokoyen dans une sorte de réalité, en fait, une réalité existentielle, lorsqu'on la lie à des êtres qui sont chers. Donc, pour nous, à partir de la dédicace même, on retrouve l'idée encore d'une construction qui s'appuie sur ce concept-là. Et le point suivant, c'est au niveau de la composition du discours narratif. Dans le texte, il y a 10 sections, on va dire 10 chapitres, que j'ai présenté les titres suivants. À partir de ces titres-là, on ne va pas rentrer dans... je ne vais pas pouvoir explorer tous les détails, mais à partir de ces titres, on constate, particulièrement à partir du deuxième titre, Kokoalang marchand, il y a l'idée encore du pays des Kokoayens qui apparaît. Et les autres titres qu'on peut observer, notamment de 1 jusqu'à 10, Forêt de Baka, Trècheville, Cocody, ce sont des lieux où il y a eu une sorte de cristallisation du discours lié au cacao, en fait. Donc, lorsqu'on lit le texte, on s'en rend compte, mais de manière visible, ça paraît un peu éloigné, mais dans la construction du texte déjà, il y a l'idée du cocoyen qui apparaît. Hormis ce fait-là, dans le texte même, il y a quelques mots qui sont disséminés dans le texte comme planteur, chocolat, café, marchand. Ce sont des mots qui sont des synonymes, qui sont des formes d'expression en fait du concept de Kokoyen qu'on retrouve dans le texte. Donc nous venons de voir que le concept de Kokoyen a 2 formes de représentation. Une représentation sociologique qui représente l'Afrique et l'Occident et une représentation littéraire
où ce concept-là permet de construire le texte littéraire d'un point de vue formel et d'un point de vue aussi, on va dire, du sens. Je touche maintenant à un troisième point, la diapositive suivante, c'est la dimension symbolique du concept de Koukouayan. Et là, il y a 3 dimensions, mais je me suis arrêté à 2 dimensions, particulièrement ici. Je présente le concept de Koukouayan ici comme un culturel, un objet de connaissance. D'abord, par dimension symbolique, il faut entendre en fait une sorte de représentation profonde, c'est-à-dire une représentation cachée. L'idée qui apparaît derrière ces différentes scénographies, ces différentes représentations que nous avons présentées, construction littéraire et puis du niveau sociologique. Donc, c'est un niveau un peu plus profond. Je présente le Koukouayan au concept de culturel, qui est un concept que j'ai élaboré avec le professeur Bodo dans le cadre de mes recherches, qui se définit selon un ethnocriticien, Jean-Marie Privat. Il définit le culturel comme des petites unités qui résultent de la réappropriation. Ce sont des unités, en fait, qui, intégrées dans la fiction, viennent d'un acte de réappropriation culturelle, en fait. Donc, on vient de voir que le concept de cacao et de cocaïne, bon, cacao particulièrement, c'est un concept qui est propre, je ne dis pas propre à la Côte d'Ivoire, mais c'est un concept qui, dans ce cas ici, est propre à la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire et le Ghana, par exemple, font partie des deux premiers pays producteurs de cacao. Donc, lorsqu'on parle de cacao, l'idée de référence en termes de production, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, ici, on lie le concept de cacao à un culturel parce que le culturel est un élément qui vient d'une réappropriation. Et le concept de Koukouayan ici permet de réactualiser une mémoire culturelle et politique de la Côte d'Ivoire. Dans le discours, dans le texte, on voit bien qu'à partir de ce concept-là permet de retracer l'histoire politique, les luttes qu'il y a eu autour du prix du cacao, après les indépendances, les différentes actions, les différents problèmes qu'il y a eu autour de ce concept-là. Donc, c'est un concept qui rappelle en fait une histoire politique de la Côte d'Ivoire dans ses rapports avec l'Occident. C'est un concept aussi qui permet de questionner, qui questionne une histoire de l'objet. Particulièrement, Gauss est un pseudo de l'auteur, de son vrai nom, il s'appelle Bakar Armand Patrick. Il a utilisé ce pseudo-là parce que derrière ce concept, il y a une critique un peu virulente en fait du Koukouayan. Gauss, on le sait, il a une préférence particulière dans ses œuvres pour les thématiques liées à l'immigration et à la colonisation. Donc, c'est une façon, à partir du titre même, d'échapper un peu à certaines censures. Mais quand on lit, par exemple, les 2 extraits suivants, le Koukouayan est resté Koukoualand, le Koukoualand est resté Koukoualand, ses habitants sont restés Koukouayan. C'est une manière de dire que depuis, après plusieurs évolutions, après plusieurs années, les citoyens de ce pays-là, le Koukoualand, n'ont pas changé, en fait, d'un iota. Ils sont toujours restés dans un état d'ignorance. Donc, c'est une critique qu'il lance. Et par la suite, il dit, les Blancs dépendent du chocolat, pas du cacao. Nous aurions dû les faire chanter avec cela. Donc, c'est d'un point de vue critique, une façon pour cet auteur-là, pas dire pour le narrateur, de questionner en fait les origines, les fondements idéologiques en fait de ce peuple-là à partir, bien, autour du concept de cacao. Je vois aussi par la suite, je relis par la suite le concept de Koukouayan le présente comme un littérème, comme un littérème objet de créativité artistique. On a vu, un littérème, c'est un concept qui résulte d'une appropriation, c'est-à-dire qui est un littérème, c'est un culturel en fait, qui fait l'objet de création. Donc, il ne peut pas avoir de littérème sans culturel. Donc, après avoir récupéré un concept culturel, l'auteur Gauss propose une sorte de créativité de ce concept-là, qui devient un motif de création, un motif de renouvellement de l'écriture littéraire à partir d'une forme d'appropriation. Et cela crée en fait une écriture de l'objet culturel dans le texte. On a vu comment le concept de Koukouayan influence, envahit même le texte littéraire. On pourrait parler, pour prolonger même, d'une écriture koukouanesque même, pourquoi pas. Et c'est cette influence, c'est ce style de créativité-là qui est qualifié de culturel, qui est une forme de créativité. Et j'aimerais revenir, en fait, le symbolisme des couleurs sur l'image. Je termine par ça.
Ibrahima, tu peux me ramener à l'image de couverture? Non, en arrière, Voilà. s'il te plaît. Merci. Merci pour Voilà, voilà. Non, pardon. Voilà, là, là. Donc, sur le symbolisme des couleurs, on remarque particulièrement trois grandes couleurs. Bon, trois grandes couleurs, je vais insister sur trois grandes couleurs. Le noir dans le fond, qui rappelle une sorte d'aliénation dans le fond, une sorte d'ignorance, une sorte de naïveté. Le rouge, qui, quand on lit le texte, on voit l'idée de la violence qui apparaît, qui peut s'apparenter à l'idée de violence, des luttes, des exactions qu'il y a eu autour de ce concept-là. Et le jaune, c'est une forme d'espoir, en fait, une forme d'espérance que Gauss émet, que l'auteur, que le narrateur émet, parce que dans le texte, il reste un peu optimiste. Il profite de ce concept-là pour donner un point de vue, son point de vue personnel, qui est que ce peuple-là n'a pas su exploiter un objet de culture de façon adéquate. Ils ont insisté sur la fabrication, sur la conception des fèves de cacao et non sur la fabrication du chocolat. Et donc, Gauss profite pour questionner, pour dire qu'ils auraient dû, en fait, en plus de créer, d'insister sur la production du cacao, s'arranger pour fabriquer, en fait, du chocolat et que c'était ça le vrai enjeu. Donc, sous l'angle de la créativité, voici un peu quelques éléments qui apparaissent. Ibrahima, la dernière diapositive, que je puisse conclure. s'il vous plaît. Donc, Voilà, qu'est-ce qu'il pour faut conclure. retenir? Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette communication-là? Ce qu'il faut retenir simplement, on a vu que la notion de crise, le concept de Kokoayang reflète un état de crise de la société ivoirienne de manière simple. On a vu ce que c'est que la crise. On a vu les différentes représentations du concept de Kokoayang, on a vu les dimensions symboliques. Et l'idée, c'est que, d'un point de vue esthétique même, le concept de Kokoayang est un objet culturel qui est devenu sujet littéraire et qui permet de révéler une histoire, qui permet de révéler une mémoire culturelle d'un peuple africain dans ses relations avec l'Occident. Donc, voici, j'en ai terminé. Et merci pour votre attention. Alors, merci beaucoup à Fikro pour cette belle présentation. Voilà, donc merci à tous, Karina Stukel et Madame Kwaku Jeline aussi pour les belles présentations. Je ne vais pas essayer de me risquer à résumer, mais je préfère plutôt donner la parole à ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent, d'Abidjan, Dakar, Tübingen et ceux qui sont en ligne. Si vous avez des questions, commentaires, donc vous êtes les bienvenus. Merci. Nous avons Professeur Goumigou, voilà, qui lève la main. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci pour ces trois présentations qui tous les trois s'inscrivent dans la lignée des travaux du professeur Baudot, même si c'est dans de différentes perspectives. Et bon, j'aimerais revenir surtout sur la question, et finalement, ça concerne surtout les deux premières interventions, disons peut-être du Picaro africain, qui peut bien sûr avoir beaucoup de visages, mais cet aspect de l'enfant microbe, on pourrait vraiment s'interroger, est-ce que ce n'est pas une nouvelle forme du Picaro qui n'est pas seulement présente dans la littérature ivoirienne ou le cinéma ivoirien, donc c'est à partir de là que je connais cela, mais en lisant, je crois, chez Alain Mabankou, Le Petit Piment, qui est un roman très picaresque, les enfants de la rue sont très, très présents, ils ne sont pas appelés microbes, mais il y a un terme assez proche de cela qui m'échappe, mais qui est utilisé, me semble-t-il, par rapport aux voleurs enfants qui occupent le grand marché de Pointe-Noire.
Et je me demande donc, et on a un peu la même situation historique, la situation après une guerre civile, et est-ce que ça ne crée pas des sujets, et il y a d'autres pays sur le continent avec leurs guerres, leurs enfants soldats, et dans quelle mesure est-ce que cela ne crée pas des sujets qu'on peut considérer comme pittoresques dans la mesure... Bon, il faudrait se demander dans quelle mesure on peut les considérer comme pittoresques, parce que je crois que Géline Kouakou, elle a bien dit, il n'y a plus cet aspect de l'ascension. Est-ce que par rapport au Picaro classique, il n'y a pas bon, on parle parfois aussi de l'horizon du futur, l'horizon fermé de l'avenir en Afrique qui pourrait se symboliser à travers ce personnage de l'enfant microbe. Vous avez parlé des poétiques microbesques, si je comprends bien, donc ça concerne aussi la manière de pouvoir s'articuler. Je pense aussi à d'autres interventions qu'on a eues dans ce contexte. On peut se demander encore qu'est-ce que la crise africaine, c'est peut-être une question qui se rapporte à toutes les trois interventions, la crise africaine, les crises africaines. Je pense aussi à l'intervention d'Anna Vallarta hier sur, bon, elle voulait appeler ça Bildungsroman, donc c'est toujours cette dimension de l'ascension, bon, on pourrait dire coming of age novels qui, selon elle, ont une structure particulière quand on pense au Sud global. Donc, bon, dans une grande partie, c'est un commentaire, mais c'est tout de même aussi la question aux intervenants de s'exprimer peut-être un peu plus sur le rapport entre crise et cette nouvelle figure du Picaro, bon, si vous êtes d'accord qu'on peut la désigner comme telle. Vous avez la parole. Les intervenants, Madame Géline Kouakou et Karina Stukel. Bon, moi, je voulais laisser la parole d'abord à Géline, parce qu'elle a, je ne sais pas pour l'ordre d'intervention, Oui, ça. si elle veut. Géline, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Alors, vous avez la parole. Merci. Excusez-moi, je n'ai pas forcément bien compris la question. S'il y a possibilité de reformuler. Bon, est-ce que bon, ce que vous avez présenté pour le roman ou le cinéma ivoirien, disons pour le contexte ivoirien, j'ai l'impression que ça dépasse le contexte national et qu'on peut trouver des exemples pareils dans d'autres contextes africains. J'ai mentionné Alain Mamankou, par exemple. Et donc, la question, ce serait, est-ce que l'enfant microbe présenterait un aspect ou un visage du Picaro africain d'aujourd'hui, et que faire de cette non-existence d'une possible ascension sociale? Comment l'intégrer au concept du Picaro? D'accord. Donc, je vais essayer de répondre. Je crois que, comme vous l'avez dit, oui, on peut retrouver ce nouveau personnage dans plusieurs littératures. Donc, ça dépasse le contexte typiquement ivoirien. Et en parlant d'ascension, avec le cinéma particulièrement, cette série sur Les Invisibles d'Alex Ogou, il n'y a pas de possible ascension à la manière du Picaro, dans la mesure où leur contexte d'émergence et de naissance
prédisent automatiquement qu'ils vont finir par devenir des enfants microbes. Maintenant, d'autres résurgences, oui, on peut trouver dans d'autres littératures, mais est-ce qu'on trouvera forcément des enfants? Parce qu'en fait, la particularité avec les enfants microbes, c'est que la majorité des cas, ils n'ont pas été directement impliqués dans la crise, ils n'ont pas participé à la crise, donc sont différents des enfants soldats, les enfants microbes. Et après, c'est avec juste ce cinéma-là, pardon, cette série, qu'on se rend compte qu'il n'y a pas d'ascension, alors que même encore dans le contexte ivoirien, on a une œuvre qui a été écrite par un écrivain ivoirien qui lui propose une solution il propose une solution, oui, à ce phénomène. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, je pense que moi, j'ai compris que la question, c'était plutôt aussi de préciser entre la crise, qu'est-ce que c'est la crise africaine et la figure de Picaro. Je dirais plutôt, si on parle de Reutemann surtout, et son article elle a une œuvre qui s'appelle Anti-Crisis ou Anti-Crise, où elle dit que la crise est plutôt une forme de narration aussi, de grande histoire, d'une linéarité qui permet aussi de narrer d'une certaine manière. Mais pour la crise africaine, ce que j'ai vu dans le roman, qu'il y a certaines conditions qui définissent la crise africaine, si ça existe. C'est plutôt les relations de l'époque coloniale qui est encore dans la vie post-coloniale. Ce sont les conditions de société en structure patriarcale aussi. Ce sont les situations de... J'aime bien le mot polyphonie de Alama Bonkou ou bien d'un article sur les œuvres de Alama Bonkou, des situations de polyphonie, de chaos, aussi cette manière de se légimiter pour parler. Voilà, je répondrai de manière très courte. Est-ce que j'ai le droit de poser aussi une question? Ou bien c'est pour le public d'abord, parce que j'ai vu que professeur Kouakou a aussi levé sa main, vraiment. Tu fais partie du public aussi, si tu veux. Oui, mais il Ok. était... Ok, donc si vous voulez, on peut passer par le professeur Jean-Marie Kouakou, n'est-ce pas? Et je vais demander après. Voilà, d'accord, merci. Alors, Jean-Marie Kouakou, vous avez la parole, professeur. Vous avez la parole. Faudrait activer le micro. Le micro. Professeur Kouakou, le micro. Voilà, merci. Ou bien peut-être c'est la salle des doctorants qui voulait parler? Je sais C'est pas. possible, mais là, il se reconnecte. Ok. Donc, vous pourriez peut-être commencer par poser votre question. Après, on va prendre l'autre et répondre à toutes les deux en même temps. Ok. J'ai l'impression que ça ne se connecte pas. Il y a un problème technique. Oui, peut-être c'est le micro de la salle. Euh, Oui, bon, je vais poser ma question. C'est une question pour Afi. Merci bien pour ton intervention que m'a beaucoup impressionnée de voir comment tu impliques cette approche théorique des coco. Je prononce bien cocaïne? Non, Oui, Kaya. cocoïen. oui. Voilà. Et ma question plus finalement, c'est quand tu as dit à la fin, c'est de montrer comment un objet culturel est devenu un sujet littéraire pour réaliser une nouvelle sorte de mémoire. Oui. Et je voulais te demander pourquoi, pourquoi il faut cette nouvelle mémoire. Pourquoi penses-tu que c'est nécessaire d'impliquer cette sorte de théorie ou d'approche ou de considération? Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu m'as entendu. Afi, tu es là? Oui, je suis là, je suis Ok, là. merci. Oui, C'était- mais on voulait d'abord prendre l'autre Ah, question. Je crois que le D'accord, problème technique a été résolu et d'accord. ils sont là maintenant. J'ai une autre question aussi pour Afi, si Oui. possible.
qui rejoint la question de Karina Sukel, parce Oui. que vous avez dit dans le roman, au cours de la narration, Oui. le Cocoland est resté Cocoland. Ouais. Les habitants sont restés cocoyants. Ouais. Donc là, vous avez mis la connexion entre la cocaïne et voilà, voilà, et les, comment on l'appelle même, Cacao. et le cacao. Ouais. Et donc, c'est comme si, quand il dit que les habitants sont restés cocaïens, c'est comme si, bon, dans la dynamique, on peut dire dans une dynamique post-coloniale, il y a une situation pire qui s'est présentée même après qui est pire que la période coloniale. Parce qu'on a un État ou bien quelque chose qui est figé, mais les habitants se sont transformés en quelque chose d'autre. Voilà, un mariage de cacao et de cocaïne. Donc, est-ce que ça aussi, ça n'interpelle pas la responsabilité des sujets postcoloniaux dans cette crise? Merci. Je réponds directement. Oui, vous pouvez, parce que Jean-Marie Kouakou, on n'a pas. D'accord. Donc, je vais commencer par la question d'Ibrahima, qui parle de la responsabilité des sujets postcoloniaux. Effectivement, on peut parler, et il y a la responsabilité même des sujets postcoloniaux. Et cette phrase, cet extrait que j'ai pris, le Coqualang est resté Coqualang et les Coquayans sont restés Coquayans, ça interpelle directement les sujets postcoloniaux. Puisque dans la dynamique de l'évolution, avec la période avant l'indépendance, la période indépendantiste et la période même après les indépendances, il n'y a pas eu une sorte même d'émancipation, une sorte de développement du point de vue de la pensée liée autour de ce concept de cocoayam, ou bien autour du cacao, on va dire. Et donc, dans l'esprit de Gauss, quand il mélange, quand il fusionne le cacao et le cocoayam et la cocaïne, c'est dans une perspective, puisque la cocaïne fait partie des produits qui se consomment le plus, en fait. Donc, c'est dans une perspective, en fait, de stimuler, en fait, c'est une perspective de stimuler cet objet de culture-là, pour montrer que il y a une sorte d'aliénation, en fait, des sujets postcoloniaux qui ne semblent pas comprendre encore la dynamique qui se trouve, mais qui se situe autour de ce concept-là. Et que Gauss croit que cette dynamique-là peut permettre, peut stimuler l'idée du développement. Et tant que les cocoalans vont rester cocoalans et que les cocoyans vont rester cocoyans, cette dynamique-là sera encore difficile et que ce sera encore plus difficile au fur et à mesure. Donc, c'est un peu ça l'idée. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Pour la question maintenant de Karina, qui demande pourquoi, qui a parlé du lien entre objet culturel, sujet littéraire, et pourquoi est-ce que ça permet de réactualiser la mémoire. Il y a un aspect, en fait, pourquoi il faut réactualiser la mémoire. Pour réactualiser la mémoire, c'est un aspect, c'est un impératif, parce que cette fiction-là permet la connaissance, en fait, d'une histoire liée autour d'un concept. Ça, c'est un. Une histoire peut-être qui est ignorée, en fait, des populations elles-mêmes. Une histoire que les populations elles-mêmes ignorent. Donc, c'est une stratégie, en fait, pour cet auteur-là de pouvoir rappeler non seulement un objet culturel dans la littérature, de pouvoir en faire un sujet de fiction, mais en même temps, un sujet qui permet de rappeler la mémoire, mais un sujet aussi qui est qui questionne les origines, qui questionne le système de fonctionnement même de la société. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Karina. Oui, merci beaucoup. Merci. Nous avons une question dans le chat, mais aussi il y a le professeur Sarr qui lève la main. Alors, la question, c'est de lui, Nana. Il Non, demande... mais ouais, il y a depuis longtemps Jean-Marie Kouakou qui... Et Oui. maintenant, la connexion me semble établie, donc il faudrait le ok. prendre maintenant. Hein. Vous nous entendez, professeur Kouakou? Oui, on vous entend. En fait, c'est l'université d'Abidjan. C'est l'étudiante Bissimila qui voulait... Ah, d'accord, d'accord. Donc, vous avez la parole. Merci. Alors, j'ai une première question pour Kouakou Jeline. Voilà, elle a fait l'analyse du film Invisible d'Alex Ogou et elle a parlé des microcodes qui
qui sont en fait les codes qui permettent d'identifier des microbes. Elle a parlé des enfants démunis et autres. Alors, il se trouve que dans les personnages de ce film-là, il y a un microbe qui n'est pas issu de famille pauvre. Lui, il est issu de famille riche, mais il est devenu microbe parce que ses parents sont tout le temps absents. Et il est laissé à la merci de la nounou à la maison. Et c'est ce qui l'a conduit dehors parce qu'il était sans surveillance en réalité. Et donc, moi, je me demande si, à travers ce personnage-là, Alex Ogbu n'interpelle pas aussi d'autres types de personnes, voilà, qui sont les parents, sinon d'autres types de sociétés. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres microcodes qui n'est pas que la pauvreté, mais aussi la richesse? C'est-à-dire, est-ce que l'extrême pauvreté et l'extrême richesse ne sont pas deux microcodes? Parce que ce personnage-là montre qu'il n'y a pas que la pauvreté qui conduit à devenir un microbe. Et donc, est-ce qu'il peut pas avoir une autre lecture à cause de ce personnage qui est inclus dans le film? Deuxièmement, je voudrais m'adresser à Afi Colas, qui a lu le symbolisme des couleurs dans son intervention. Alors, sur l'image que nous avons vue, Afi a lu du noir, là où moi j'ai vu du marron et que j'ai lié au chocolat. Donc, je me demande si c'est réellement du noir qui est sur l'ouvrage ou du marron, puisque c'est présenté sur l'image. Est-ce que c'est vraiment du noir ou du marron qui est sur l'image? Merci. Ibrahima, c'est bon, tu as pris la question? Oui. Allô? Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre qui veut parler je ne sais pas, il y a deux questions, donc Oui, oui, pour répondre à la première question, selon le fait qu'il y a un personnage qui vient d'une famille riche avec des parents absents, qui devient finalement microbe. Oui, comme j'ai dit, pour les besoins de notre corpus et pour ce qu'on a fait, on a étudié 3. Et évidemment, oui, il y a une autre lecture qu'on pourrait faire de ce personnage, vu que lorsque je parlais sur cette communication, c'est plus basé sur le cinéma, mais il y a aussi un roman qui parle de qui traite un peu de ce cas. Et par exemple, avec le roman, on se rend compte que les personnages microbes viennent de familles aisées et qui finissent par devenir microbes. Donc, oui, une manière pour l'auteur aussi d'interpeller les parents euh, sur ce fait. Mais est-ce que c'est la richesse qui conduit forcément? Non, mais plutôt l'absentéisme. Donc, on se rend compte que oui, la naissance peut prédisposer à être microbe, mais aussi, et non, parce que comme avec le personnage de Chaka et des autres personnages que j'ai cités, ils viennent tous de familles défavorisées, ils finissent par devenir microbes. Dans le sens inverse aussi, on peut être aussi dans une famille aisée et puis terminer par devenir microbe en fonction des conditions dans lesquelles on se trouve. Donc, justement, oui, on peut faire une autre lecture de ce film à travers ce personnage. Géline, quoi, vous avez une autre question sur le chat de lui, Nana, qui dit que vous avez suggéré l'idée que le microbesque puisse être considéré non seulement un picaresque ivoirien, mais un genre littéraire. Quelle définition donnes-tu à la notion de genre littéraire ici? Ne serait-ce pas plutôt un sous-genre? Est-ce que c'est un sous-genre ou bien un genre littéraire, la notion de microbesque? Madame Kouakou, Oui, allô, oui, pardon, j'avais un problème de connexion. Voilà. Donc, ici, moi, j'ai posé le microbesque comme un nouveau genre littéraire, et non comme un sous-genre du picaresque, parce qu'avec le microbesque, il y a des particularités. Et comme je l'ai dit, c'est plus sur ce cinéma, alors que quand on regarde, en fait, avec ce que j'ai écrit concernant le microbesque, j'ai parlé du microbesque en tant que genre littéraire, parce que le microbesque admet aussi un sous-genre dont je n'en ai pas parlé,
Mais le microbes, c'est un sous-genre qui est le prédit roman. Voilà, donc ici, moi, je posais le microbes en tant que littérature, en tant que genre littéraire qui va parler plus des marginaux de ceux qui sont en bas de l'échelle sociale. Et ça va un peu rejoindre la question de la première question, dans ce sens qu'on peut retrouver alors les traits du microbes dans toutes sortes de littératures, et pas forcément dans le contexte ivoirien ou autre, vu qu'il y a toujours cette notion de marginalité sur plusieurs continents. Donc là, moi, je pose le microbes en tant que littérature qui va s'occuper de parler des marginaux et des oubliés. Merci beaucoup. Voilà. Professeur Sarr, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Bonjour aux collègues ivoiriens. Je voudrais très rapidement, dans un premier temps, m'associer à l'hommage qui a été rendu à Cyprien Bodo et dire tout le bien vraiment que j'ai pu constater autour de lui et dans les relations. C'était un bel esprit, naturellement, un bel esprit scientifique, un bel esprit dans la vie, mais c'est également quelqu'un qui était humainement très, très fréquentable. Et je voudrais donc à ce moment-là saluer et m'associer à toutes ces belles choses qui ont été dites autour de lui. Je voudrais quelques éléments concernant le Picaro, dire deux choses. La première, c'est peut-être le caractère assez polymorphe du personnage, Picaro. En remontant peut-être la tradition picaresque, il y a beaucoup de choses à dire, je ne vais pas revenir là-dessus. Juste quelques éléments qui prennent leur source probablement dans le roman de départ. Ensuite, dans la littérature romanesque, on peut grappiller quelques éléments du côté américain, le roman américain, de Dos Passos, en remontant un petit peu, qui correspond un peu avec le fonctionnement des villes, l'urbanisation. Ensuite, rapidement, on peut aller grappiller quelques éléments chez l'homme sans qualité, par exemple de Musil, dans les villes, dans le quotidien. Et puis, ça prend aussi dans les villes africaines des formes assez complexes du point de vue sociologique, par exemple. Quand vous traversez un peu les villes africaines, vous retrouvez un peu des personnages comme ça, selon les sociétés, selon l'espace. Dans les villes comme Dakar, par exemple, on retrouve plusieurs personnages comme ça. Certains sont en rupture avec la société, avec leur famille. D'autres sont des talibés qui prennent également des figures comme ça, assez picaresques. Dans l'espace également des bas-fonds urbains, on retrouve aussi plusieurs personnages comme ça. Donc, le personnage est assez polymorphe, mais à partir du moment où la littérature prend en charge le personnage, il prend également quelque part des formes qui vont chercher puiser un peu dans l'histoire et les dynamiques des sociétés africaines. L'histoire. Les pays, par exemple, qui ont traversé la guerre ont laissé aussi des figures, des personnages assez différents les unes des autres. Parfois, c'est des atouts, des formes puisées de l'enfant soldat sans être en prendre les armes, mais qui réfléchissent, qui fonctionnent un peu comme l'enfant soldat qu'on retrouve dans les textes littéraires. Certains cas également, c'est véritablement l'histoire, ces formes qu'elle prend qui nourrissent un petit peu la figure du personnage. Alors, la question que je pose très rapidement, c'est de savoir est-ce que
dans la relation entre littérature et histoire, est-ce que la littérature produit des formes et naturellement nourrit un petit peu ces personnages tels que c'est raconté, ou est-ce que, par exemple, la littérature va chercher un petit peu dans les formes historiques, dans ce que l'histoire produit, dans les urbanités, dans les villes africaines, nourrissent un petit peu la littérature et lui donnent un peu la matière et ce visage picaresque qu'on retrouve un petit peu partout dans les textes. Pour un dernier élément sur le coquillon, alors, c'est une belle combinaison, mais la petite question que je voulais poser, c'est de savoir, est-ce que le concept, la figure est suffisamment ancré dans les pratiques littéraires pour donner lieu à la dénomination genre, ou est-ce que, naturellement, placé dans le contexte d'une formation littéraire, il y a quelque chose à voir là qui permettrait donc de créer une configuration littéraire, peut-être spécifique au contexte ivoirien, mais dans d'autres pays également, probablement, où les questions économiques se combinent avec les questions politiques et socioculturelles. Il y a peut-être lieu de faire aussi des combinaisons comme ça qui permettent de se détacher un petit peu des codes classiques d'un genre, comme ça se fait dans le policier, le polar. Est-ce qu'on va vers quelque chose comme ça dans la fabrique des genres, dans un contexte littéraire qui est en pleine évolution? Voilà. Merci beaucoup, professeur Sarr. J'espère que c'était un commentaire. C'était plutôt un commentaire, je crois. Il y a des questions, il y a des questions. Oui, vous posez la question. Il y a quand même des questions. Afi, Il y a tu des veux questions. commencer? Afi, tu veux commencer? Oui. Bon, vas-y, Karina. Ah, ok, merci Bakary Sarr pour votre question concernant si les auteurs prennent un peu les réalités qu'ils voient ou bien si les réalités influent les romans picaresques africains. Je dirais oui, parce que on dit souvent que des auteurs sont des transmetteurs de l'histoire sociale et de la sociologie, si on veut le mettre comme ça ou appeler comme ça, et qu'il observe des choses dans la vie réelle, qui transmettent dans les romans, évidemment, dans la réalité. Et c'est tout à l'heure que j'ai dit aussi, c'est le professeur Baudot qui m'a invité la première fois, qui m'a fait comprendre que les romans picaresques sont bien visibles dans la vie réelle et que c'est quelque chose qu'on voit dans la quotidienne partout et c'est une réalité et surtout aussi exprimée par cette oralité africaine, typiquement africaine dans les romans picaresques qui reflète cette vie, cette temporalité de vie dans les pages des romans picaresques. Voilà, donc je m'arrête un peu ici, vu qu'il y a aussi d'autres panels après, et je laisse la parole aussi à Afi. Merci beaucoup pour la question encore. D'accord. Merci beaucoup au professeur Sarr pour la question. Donc, j'ai deux questions. Je vais commencer par la question du professeur Sarr qui demandait si, à partir de ce concept-là, on pouvait parler d'une forme d'expression du genre ou d'une nouvelle configuration. Je dirais que oui, et c'est à ça que je m'attelle dans mon travail de thèse, parce que je me suis rendu compte que dans l'évolution de la littérature ivoirienne, particulièrement à partir de 2014, il y a une forme de littérature de récupération des objets culturels. Et ce n'est pas seulement qu'avec Gauze, mais avec d'autres auteurs comme Makaiti, qui a fait par exemple une réécriture du mythe du Zaouli. Le Zaouli, c'est un objet de culture qui est rentré dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2017, qui est à l'origine une danse, une musique populaire, un mythe aussi. Mais c'est très intéressant de voir comment ce mythe-là réapparaît
est réécrit en littérature et les différentes modifications. Ça, c'est le cas de Makaiti. Dans d'autres, avec d'autres auteurs comme Maurice Bandama aussi, L'État zéro, la guerre des Gaou, on voit comment il récupère le concept de Gaou, qui dérive d'un langage parlé populaire ivoirien, comment il récupère ce concept-là pour décrire la crise post-électorale de 2011 que la Côte d'Ivoire traversait. Donc, c'est une récupération. Il y a un autre auteur aussi qui s'appelle Blaise Kouaou. Ce sont des auteurs qui ne sont pas totalement populaires, mais qui s'appuient, par exemple, sur la pratique du comien. Le comien, par exemple, ce sont des prêtresses en contexte akan, mais il s'appuie en fait sur cette pratique culturelle-là pour voir comment est-ce que la figure du comien décrit les réalités culturelles. Pour être bref, effectivement, à partir de ce concept-là, on ne peut pas affirmer directement, mais avec des études approfondies, avec l'observation avec ce que je constate, je crois qu'il y a l'idée d'une forme de littérature des objets culturels, de récupération des objets culturels qui apparaît. Donc, c'est un peu ça. Concernant la première question d'une collègue d'Abidjan qui concerne la couleur, au niveau de la couleur, effectivement, c'est du noir, ce n'est pas du marron, parce que, bon, certainement, c'est une question de perception, mais c'est du noir. Et quand on lit le texte, on se rend compte que c'est lié à la question du noir quand on regarde les formes d'aliénation qu'il a dans le texte. Je prends par exemple un exemple rapidement pour clore le débat. Dans le texte, Gauss a fait une parodie d'un roman qu'on appelle La fratrie, la chocolaterie. Et dans ce texte-là, ça a fait l'objet d'une scénographie, d'une réécriture scénographique, d'une représentation scénographique. Il y a des personnes qu'on appelle les Ompa-Lompa et il y a les Willy Lonka. Les Ompa-Lomka, ce sont des personnes qui travaillent dans les champs des Willy Lonka, qui sont des personnes qui ont l'argent. Mais ces personnes-là sont payées en fèves de cacao. C'est-à-dire qu'on leur donne des fèves de cacao, mais on ne les paye pas en argent. C'est très symbolique parce qu'avec les fèves de cacao, ils ne peuvent rien faire. Donc, c'est une parodie, une représentation qui revient, que Gauss utilise même dans le texte pour montrer une forme d'aliénation même culturelle comment on appelle ça, des cocoyants qui représentent ici les Ompa-Lompa et les Nestlé, les grandes structures, l'Occident et autres qui représentent en fait les Willy Lonka. Donc, pour être bref, c'est un peu ça l'idée. L'image, c'est du noir en fait qui symbolise, à mon avis, l'aliénation, l'ignorance et tout ça. Merci. Merci beaucoup. Je crois que le panel est à sa fin. Ouais. Et s'il n'y a pas une dernière question très intéressante ou bien un commentaire, là, on peut... Karina, tu as quelque chose à dire ou bien? Non, c'est bon, merci, merci. Je remercie juste mes collègues. Je suis impressionnée par vos travaux. Je vous félicite et j'ai beaucoup aimé le panel et comment il y avait des liens qui sont mis ensemble et j'ai hâte de lire vos thèses. Voilà, vous C'est avez les tout. coordonnées, échanger les contacts, voilà, Franchement, les emails et après, vous pouvez, je vois qu'il y a des liens entre les trois interventions. Ouais. Donc, ce serait possible que vous ayez une connexion afin de discuter, Ouais. continuer la discussion. D'accord. Alors, nous saluons encore l'école doctorale d'Abidjan, voilà, avec la présence de tous ces professeurs et étudiants qui nous écoutent de loin et à Dakar aussi, et à tous ceux qui sont en ligne, ceux et celles qui sont en ligne. Et donc, merci beaucoup. Nous avons des panels qui se suivent. Après, il y aura la présentation de la conférence de Tizaline Pergamachi. Et si vous avez le temps, peut-être vous pourrez continuer à suivre le panel. Merci beaucoup. Merci. C'est fini. Die erwarten, dass Sie da drüben die Hybridtechnik installieren. Merci, à plus. Gesagt. Merci.